Bon, vous savez, ça fait des années que je couvre le quantique. Et pendant longtemps, c'était un sujet où les avancées étaient réelles mais assez lentes. On progressait, mais à un rythme qui laissait le temps de voir venir. On se disait, oui, un jour on pourra casser tous les codes. Un jour ça va révolutionner la chimie. Oui, un jour. Sauf que la semaine dernière, le fameux « un jour on aura de la quantique » est devenu « on aura de la quantique dans 3 ans ». Et là, c'est plus du tout la même conversation. Google a carrément refusé de publier un de ses propres algorithmes parce que c'est trop dangereux. Aujourd'hui, on va en parler et vous allez comprendre pourquoi certains chercheurs se demandent maintenant s'il faut continuer à publier leurs travaux ou pas. En l'espace de 8 jours seulement, 3 équipes de recherche différentes ont publié des résultats qui ont forcé Google, Cloudflare et même IBM à revoir tous leurs plans de sécurité. Mais d'abord, un petit peu de contexte. Vous le savez certainement, mais vos données bancaires, vos messages, vos mots de passe, tout ça est protégé par du chiffrement. Le chiffrement RSA, le chiffrement par courbe elliptique, etc. Bien sûr, ce sont des noms que vous n'avez pas besoin de retenir. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que ces systèmes-là ne sont pas inviolables. Ils reposent tous sur un principe simple, c'est que le calcul nécessaire aujourd'hui pour les casser prendrait des millions d'années sur un ordinateur classique. Personne n'a des millions d'années devant soi. Donc, on est tranquille. Enfin, on était tranquille. Parce qu'un ordinateur quantique ne fonctionne pas comme un ordinateur classique. Il exploite des propriétés de la physique quantique pour tester un nombre gigantesque de possibilités en même temps. Ce qui prend 1 million d'années à votre machine pourrait prendre 10 minutes sur un ordinateur quantique qui soit suffisamment puissant. Le problème, c'est que le terme suffisamment puissant, jusqu'à récemment, ça voulait dire quelque chose qu'on ne savait pas construire. Les estimations parlaient de 10 millions de qubits. Un qubit, c'est l'unité de base d'un ordinateur quantique, de la même façon qu'un bit, c'est une unité de base d'un ordinateur classique. Vous voyez ça un peu comme les transistors pour nos processeurs actuels. On estimait donc le besoin à 10 millions. C'était un chiffre tellement énorme que personne ne s'inquiétait vraiment. On en était à quelques centaines. Le problème était lointain. Sauf qu'il y a quelques jours, le 31 mars, Google Quantum AI a publié un papier qui a changé la donne. Leur équipe a trouvé un algorithme 20 fois plus efficace que tout ce qui existait pour casser le chiffrement des courbes elliptiques. Ça veut dire qu'au lieu de 10 millions de qubits, on parle maintenant de moins de 500 000. Et au lieu de parler d'un horizon de 2035, Google a officiellement déplacé sa deadline de préparation à 2029, dans 3 ans. On est passé de un jour peut-être à préparez-vous maintenant. C'est assez fou. Mais le plus troublant dans cette histoire, c'est ce que Google n'a pas fait, contrairement à ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas publié l'algorithme, par exemple. Ils ont publié ce qu'on appelle une preuve à divulgation nulle de connaissances. En gros, c'est un mécanisme mathématique qui prouve qu'un résultat est vrai sans révéler comment on y arrive. Google dit au monde la chose suivante: on a trouvé, ça marche, mais on ne vous montre pas comment. Il est rare qu'une entreprise technologique traite un de ses propres résultats de recherche comme un secret de sécurité nationale. Ça devrait nous faire réfléchir. Bon, ça fait déjà réfléchir tous les gens du secteur en ce moment. Bas Westerban, l'ingénieur principal en cryptographie chez Cloudflare, a déclaré il y a quelques jours que l'on commence à voir certains détails des percées qui ont effrayé Google, mais que des éléments cruciaux sont délibérément retenus, parce qu'ils pourraient aider des adversaires. Quand Cloudflare utilise le mot « effrayé » pour parler de Google, on n'est plus dans du simple marketing. Bon, mais revenons quand même à nos qubits. 500 000 qubits, c'était déjà une compression spectaculaire par rapport aux estimations précédentes de plusieurs millions. Sauf que le même jour, le 31 mars, une autre publication est tombée. Et celle-là vient d'un endroit inattendu, Aura Atomic. C'est une start-up fondée par les chercheurs de Caltech. Ils travaillaient sur un type de qubits complètement différent de ceux de Google ou d'IBM. Google et IBM utilisent des qubits supraconducteurs. Ça nécessite des températures proches du zéro absolu dans leurs machines, avec des réfrigérateurs cryogéniques massifs. Et les qubits ne peuvent interagir qu'avec leurs voisins directs. C'est très puissant, mais c'est assez contraignant. Ce qu'on appelle les atomes neutres, par contre, c'est autre chose. On prend de vrais atomes, on les suspend dans le vide avec des faisceaux laser et on les déplace comme on veut. N'importe quel atome peut interagir avec n'importe quel autre. C'est cette flexibilité qui change tout. Aura Atomic a publié une estimation des ressources nécessaires pour casser le chiffrement avec cette architecture-là. Le chiffre est tombé à 26 000 qubits. Non plus 500 000, non plus 1 million, seulement 26 000 qubits. Pour casser le chiffrement ECC 256, qui est le standard aujourd'hui qui protège le Bitcoin et l'Ethereum par exemple, on pourrait le faire en 10 jours, et donc accéder aux wallets de Satoshi par exemple. Pour le chiffrement RSA 2048, celui qui protège la plupart des systèmes bancaires et gouvernementaux aujourd'hui, il faudrait environ 102 000 qubits et quelques mois.
C'est un effondrement des estimations. En 2012, on parlait d'1 milliard de qubits. En 2025, c'est 1 million. Et là, en mars 2026, on est entre 10 000 et 26 000. Comprenez bien que ce n'est pas un chiffre sorti de nulle part. L'équipe d'Euratomic, c'est par exemple Dolev Bluestein, qui est un chercheur, c'est celui qui a mené les premières démonstrations de tolérance aux fautes d'atomes neutres à Harvard. C'est John Preskill, donc un des pères de la correction d'erreurs quantiques. C'est aussi Madeleine Kane et Qian Xu, des gens très sérieux publiés dans les meilleures revues scientifiques, avec un historique très fiable et vérifiable. Alors évidemment, il y a des nuances, le papier d'Euratomic repose sur des hypothèses qui n'ont pas encore été démontrées à cette échelle. La plus grande grille d'atomes neutres fonctionnels aujourd'hui, c'est environ 500 qubits. On est loin des 26 000, mais les feuilles de route des laboratoires placent ce chiffre dans la fourchette réaliste d'ici la fin de la décennie. Et Google l'a visiblement compris, parce que le 24 mars, donc c'est-à-dire une semaine avant ces publications-là, Google a annoncé qu'ils investissaient officiellement dans les atomes neutres. Après plus de 10 ans exclusivement consacrés aux qubits supraconducteurs, ils ouvrent un deuxième front. Ils ont recruté Adam Kaufman, qui est un des physiciens spécialistes des atomes neutres à l'université du Colorado, pour diriger justement cette nouvelle équipe à Boulder. Le timing n'est pas une coïncidence. Google ne diversifie pas par curiosité intellectuelle. Ils diversifient parce qu'ils savent que l'architecture qui cassera le chiffrement en premier n'est peut-être pas celle qu'ils développent depuis 10 ans. Alors récapitulons la séquence. 24 mars, Google annonce son investissement dans les atomes neutres. Le 25 mars, Google fixe 2029 comme deadline de migration post-quantique. 30 mars, Euratomic publie ses estimations. 31 mars, publie à son tour ses propres estimations sur les courbes elliptiques. 4 annonces en 8 jours, tous dans la même direction. Et dans les jours qui suivent, le géant Cloudflare annonce qu'il cible aussi 2029 pour une sécurité post-quantique complète. Ray Harish Shankar, donc le CTO d'IBM Quantum, déclare publiquement que des attaques quantiques sur des cibles de haute valeur ne peuvent plus être exclues dès 2029. Quand Google, Cloudflare et IBM, donc les meilleurs labos en quantique au monde, convergent tous sur la même date avec la même urgence, ça devient un vrai consensus. Rappelez-vous, 3 ans. C'est la date limite qu'ils ont donnée maintenant. En tout cas, c'est la nouvelle échéance pour laquelle ils pensent que le quantique va émerger et connaître un boom. Du coup, ok, 3 ans. 3 ans, c'est le temps qu'il nous reste avant l'émergence complète de la quantique et de ses applications concrètes dans le monde réel. Alors, ayant dit cela, il y a un aspect dans tout ça dont on ne parle pas assez et qui est vraiment important à comprendre. Le problème ne commence pas le jour où quelqu'un casse un code avec du quantique, mais en fait, il a déjà commencé. Ça s'appelle le Harvest Now, Decrypt Later, donc récolter maintenant et décrypter plus tard. Des États et des groupes de hackers collectionnent aujourd'hui des données chiffrées qu'ils ne peuvent pas lire, des communications diplomatiques, des secrets industriels, des données militaires, des dossiers médicaux. En fait, ils vont intercepter vos messages WhatsApp chiffrés par exemple aujourd'hui, et juste ils vont les stocker. Et puis, ils vont attendre. Le jour où un ordinateur quantique sera capable de casser le chiffrement, tout ce qui a été intercepté et stocké deviendra lisible d'un seul coup. Donc, pas juste les données de demain, les données d'hier, celles d'il y a 5 ans, celles d'il y a 10 ans, parce que ça fait assez longtemps que je pense que les agences commencent à intercepter des messages comme ça et les stocker, le jour où on pourra les casser le chiffrement. Si vous avez envoyé quelque chose de sensible par internet au cours de la dernière décennie, quelqu'un l'a peut-être déjà archivé en attendant de pouvoir le lire. C'est pour ça que la migration vers la cryptographie post-quantique est urgente maintenant, et non pas en 2029 dans 3 ans, parce que les données récoltées aujourd'hui seront déchiffrables demain. Le NIST, donc l'agence américaine qui définit les standards, a déjà publié de nouveaux algorithmes résistants au quantique. Google les intègre déjà dans Android 17. Signal les utilise aussi dans son protocole de messagerie. Mais l'immense majorité des systèmes, des entreprises, des administrations n'ont même pas commencé. Et là, il faut prendre du recul un petit peu parce que cette histoire nous raconte quelque chose de plus large que la cryptographie simple. Pendant des années, on nous a vendu l'ordinateur quantique comme la solution à tout. Donc la finance, la logistique, la découverte de médicaments, la science des matériaux, des présentations magnifiques, des promesses extraordinaires. Et qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans tous ces domaines ? Pas grand-chose. Le problème, c'est que transformer un avantage computationnel théorique en avantage réel, donc dans le monde physique, c'est incroyablement difficile. Il faut trouver des problèmes qui se prêtent exactement aux forces du calcul quantique, justement. Et ces problèmes sont parfois rares. Sauf dans un domaine, le cassage de code. Là, l'avantage quantique n'est pas théorique, il est direct, massif, et le chemin entre on peut le calculer et on peut l'exploiter est assez court. Très court même. C'est presque ironique, après des milliards investis et des décennies de recherche, la première application concrète et transformatrice de l'ordinateur quantique,
c'est de casser les systèmes qui protègent tout le reste. Ce n'est pas exactement le futur radieux qu'on nous avait promis, mais c'est le futur auquel il faut se préparer. Et Scott Aronson, un des informaticiens les plus respectés au monde sur ces questions-là, a dit quelque chose de révélateur récemment. Il a expliqué que des chercheurs qui travaillent sur les estimations précises de ressources nécessaires pour casser les cryptosystèmes actuels en sont au point de se demander s'ils devraient encore publier leurs résultats ou pas. On est passé de « c'est impossible » à « peut-être qu'il ne faut pas en parler en seulement quelques années ». Ce glissement-là en dit plus que n'importe quel chiffre. Après, bien sûr, on ne va pas se cacher que ce qu'on voit actuellement, c'est la partie émergée, la partie publique que l'on veut bien nous montrer. Dans un domaine où chaque percée algorithmique peut avoir des implications géopolitiques majeures, il serait naïf de penser que tout le monde joue carte sur table. Donc nous avons la question, qui n'est plus de savoir si les ordinateurs quantiques casseront le chiffrement actuel ou pas. La question, c'est plutôt quand est-ce qu'ils vont réussir à le casser ? Et la réponse vient de passer dans une décennie à d'ici 3 ans, peut-être moins. En tout cas, ils s'accordent tous pour dire la date de 2029. Le monde de la cybersécurité est en train de se réorganiser autour de cette réalité-là. Les algorithmes changent, les architectures changent. Tout va devoir changer, car si vous avez vu ma dernière vidéo sur Claude Mythos, c'est encore une autre attaque directe à la cybersécurité qui a eu lieu. Non pas avec des ordinateurs quantiques, mais avec l'IA cette fois-ci. Et ça, c'est un signal pour tout le monde. Pas seulement pour les cryptographes et les ingénieurs en sécurité, mais plutôt pour quiconque travaille dans le numérique, qui comprend l'impact de la technologie, ou qui veut simplement ne pas se retrouver du mauvais côté de cette transition. J'ai un peu l'impression que ce qui se passe en ce moment avec le quantique, c'est exactement ce qui s'est passé avec l'IA il y a 3 ans. Un domaine qui semblait lointain, réservé aux chercheurs, qui d'un coup accélère et touche tout le monde. Les gens qui avaient compris l'IA avant tous les autres ont pris un avantage considérable. Le quantique va forcer des changements dans la cybersécurité, dans la blockchain, dans la protection des données, dans la manière dont on construit les systèmes numériques aujourd'hui. Et l'IA est au centre de tout ça, parce que c'est elle qui permet d'optimiser ces nouveaux algorithmes, de détecter les vulnérabilités, de migrer les systèmes à une échelle qui serait impossible manuellement. Comprendre l'IA, savoir l'utiliser, savoir comment elle transforme les industries, ce n'est plus un bonus sur un CV, c'est devenu un vrai prérequis pour la plupart des entreprises. Et si vous regardez cette vidéo en vous disant que vous devriez vous y mettre sérieusement, que vous voulez comprendre ces outils et apprendre à les maîtriser concrètement, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.